Depuis quelque temps, la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire est préoccupante. Les attaques répétées des postes de police et de gendarmerie ainsi que les évasions de prison en sont l'illustration. Les autorités ivoiriennes y voient une tentative de déstabilisation du pays. Un Conseil national de sécurité s'est penché sur la question le 7 septembre et des décisions ardues ont été prises. Parmi elles, des mandats d'arrêt internationaux contre Damana Picas et Stéphane Kipré. Ces deux personnalités pro-Gbagbo avaient été citées dans un projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Damana Picas et Stéphane Kipré seraient-ils réellement dans le viseur du président Alassane Ouattara? Quelle est la pertinence des mandats d'arrêt contre ses proches de Laurent Gbagbo? Le défi sécuritaire est-il à ce prix en Côte d'Ivoire? Alors, Côte d'Ivoire, défi sécuritaire, pertinence des mandats d'arrêt contre Damana Picas et Stéphane Kipré, c'est bien sûr le thème de cette émission Angle de vue, donc consacrée à la situation sécuritaire dans le pays. Pour en parler, je reçois pour vous deux hommes avertis des questions de droits de l'homme et également de liberté. Je reçois donc Bruno Arouamanian-Kaou, il est consultant politique, panafricaniste. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, c'est moi. En face de vous, lui, on ne le présente plus, c'est un habitué des plateaux de SICA, Maître Alain Orura. Vous êtes avocat au barreau de Cotonou et également anciennement avocat au barreau de Strasbourg. Merci d'être là. Je vous en prie, bonjour. Voilà, avant de vous retrouver donc, chers invités, pour le débat, une transition. La question de la sécurité est brûlante en Côte d'Ivoire depuis le début de l'année 2017. Après des mutineries dans l'armée, les attaques contre les postes de police et de gendarmerie et une série d'évasions de prisonniers survenues depuis le début du mois de juillet, par exemple. Alors, les médias dénoncent aussi l'insécurité provoquée à Abidjan par des bandes d'enfants délinquants appelés pour la plupart du temps microbes. Maître Alain Orura, vous pensez que nous sommes vraiment dans une situation de déstabilisation de la Côte d'Ivoire ? Dès lors que la sécurité n'est pas assurée et qu'il y a des attentats, des poches de résistance, des mutineries, c'est évident que la question de la sécurité se pose et donc de la déstabilisation. Parce que quelle est la finalité? Est-ce que c'est pour rappeler par exemple les contrats anciennement passés? Est-ce que pour dire au régime en place qu'il faudra tenir compte de telles forces en présence ou pas? Toujours est-il que la conclusion de ces opérations, c'est la déstabilisation, n'est-ce pas, de la sécurité interne. Donc, je crois que les autorités ont parfaitement raison de prendre le problème à bras-le-corps, de le prendre très sérieusement, surtout dans le contexte de pacification qui est annoncé par le président de la République. Nous n'accepterons pas que la tranquillité, la sérénité des Ivoiriens soit à nouveau troublée. Monsieur Bruno Arouamanian-Kaou, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un complot en vue en Côte d'Ivoire? Parler de complot en Côte d'Ivoire, c'est... Oui, on pourrait parler de complot. Maintenant, quels sont ceux qui sont les auteurs de complot? C'est là que pour nous, le problème peut se poser. Il est évident qu'il y a des problèmes de sécurité en Côte d'Ivoire. Il est évident, et c'est sûr de tout le monde, c'est de notoriété publique. Le Conseil national de sécurité s'est réuni le jeudi passé et puis a désigné ceux qui étaient les cerveaux de ces complots. Je veux dire, dans votre propos introductif, vous avez parlé des attaques des postes de gendarmerie, des postes de police à répétition. Mais je voudrais ajouter à cette liste 4 mutineries, parmi lesquelles vous avez des forces spéciales, qui sont des forces, je veux dire, à un statut vraiment particulier, mais qui se sont aussi mutinées et qui se sont soulevées sous la base de ce que elles attendaient du pouvoir, la promesse de 18 millions de francs CFA, accompagné d'une maison. Alors, tous les corps qui se sont soulevés en Côte d'Ivoire ont revendiqué par soldat 18 millions. Il y a donc ces 4 grandes forces, mais il y a tous les soldats qui formaient donc l'ancienne rébellion. Parce que l'histoire, ce sont des traces, l'histoire est têtue, mais la rébellion qui a porté Alassane Dramane Ouattara au pouvoir était composée de plusieurs factions. Mais je veux dire, comme des grains de chapelet, toutes les forces, les unes après les autres, se sont soulevées en Côte d'Ivoire. Est-ce que tout le monde a été satisfait? Non, ils n'ont pas tous été satisfaits. Et je peux vous apprendre que c'est encore sur les réseaux sociaux, c'est encore des informations d'Abidjan que nous avons. En ce moment même à Bouaké, avec le préfet de Bouaké, des négociations sont en cours parce qu'une force s'était encore soulevée hier. Alors pour nous, les mandats d'arrêt
sont une fuite en avant. Les mandats d'arrêt contre les pro-Gbagbo sont une fuite en avant parce que le Conseil national de sécurité s'est réuni à quelques 72 heures du congrès du RDR, qui était un congrès assez important, je veux dire, qui décidait de l'avenir de la Côte d'Ivoire aux prochaines élections. Alors donc, dans ce contexte bien précis, Alassane Dramane Ouattara, qui n'a pas réussi à ramener la paix en Côte d'Ivoire, nous avons un jury sur ce plateau. Beaucoup de pays sont sortis de crise et ont préféré une justice transitionnelle par rapport à une justice pénale. Ça a été le cas en Afrique du Sud, au Burundi et au Rwanda, où des gens ont préféré discuter entre eux. Alassane Dramane Ouattara a pris une option qui aujourd'hui est en train de le rattraper. Donc au lieu de regarder plutôt vers les pro-Gbagbo, nous pensons que le mal, il est dans le fruit, le mal est en Côte d'Ivoire, il ne faut pas se voiler la face, il faut chercher du côté de Soro Guillaume, je pense qu'on pourra en parler largement. À ce point, Maître Alain Roula, le Conseil de sécurité s'est réuni et a désigné quand même deux acteurs qu'il estime des instigateurs de ce complot-là. En tant que juriste, est-ce que vous pensez que c'est faisable? En tant que juriste, tout est faisable, mais est-ce que c'est pertinent? Non, pas du tout. La question sécuritaire est une question très sensible sur laquelle il faut faire très très attention. Je ne doute pas du sérieux des autorités militaires, des autorités de renseignement et ni de l'autorité du président Ouattara dans les échanges qui ont eu lieu au sein de ces conseils, dans les informations que l'on a rapportées au chef de l'État. Mais j'ai un gros souci lorsque les conclusions de ces réunions au sommet n'aboutissent qu'à la désignation de deux boucs émissaires. Parce qu'il y a, comme le dit mon partenaire de discussion, des troubles visibles. Écoutez, il est de notoriété publique que des armes ont circulé en Côte d'Ivoire, sont encore en circulation, que des armes sont entrées massivement, même pendant la période de l'embargo, et on sait par exemple qui est le plus grand des receleurs de ces armes. On sait qu'il y a des forces de mutinerie proches d'un certain nombre d'autorités, et on en a d'ailleurs tiré les conséquences en procédant à un réaménagement du gouvernement. Et on a sanctionné les autorités en charge de la... Enfin, en tout cas, on les a déplacées sous prétexte qu'elles seraient plus proches d'un trublion que... voilà. Donc, quand il y a tous ces problèmes visibles, ostensibles, je crois que c'est non seulement une fuite en avant lorsqu'on décide de délivrer des mandats d'arrêt contre des politiciens ou des anciennes forces de résistance qui, à eux seuls, quand bien même ils seraient coupables de quelque chose, ne suffisent pas à résoudre le problème de paix en Côte d'Ivoire. Maître Onouaka, lors de la session de clôture du rassemblement du congrès du RDR, le président Alassane Ouattara a déclaré ceci: nous avons des preuves concrètes et elles seront transmises dans les pays où résident les commanditaires et des mandats d'arrêt seront émis contre eux. Est-ce que vous ne voyez pas que, quand même, c'est une autorité, elle ne peut pas parler dans le vide comme ça? Bien sûr, c'est une autorité, mais l'autorité n'est pas parfaite. Je rejoins mon partenaire de discussion lorsqu'il dit que la paix n'a pas été recherchée en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara et son régime ont opté pour une justice et une réconciliation des forts. Et il y a un peu comme une volonté de vengeance et de revanche sur Gbagbo. Sinon... Vous pensez que cela continue? Mais ça continue, ça se poursuit. Sinon, comment expliquer que les plus grands ennemis d'hier, c'est-à-dire le président Gbagbo, le président Ouattara et le président Henri Konan Bédié, par qui le scandale est arrivé en Côte d'Ivoire, souvenez-vous, aient réussi à se réconcilier, à s'entendre. Au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Absolument, c'est une excellente chose. Hein, voilà, les plus grands ennemis d'hier sont devenus les plus grands alliés et travaillent, je crois, sincèrement à la pacification. Alors, la réconciliation est en cours, non? La réconciliation est en cours, mais elle n'est pas complète. La réconciliation doit inclure, le FPI doit inclure les pro-Gbagbo. Quand on dit réconciliation dans un pays, ce n'est pas forcément règlement de compte. Et sur ce volet, je crois que le régime n'a pas réussi à pacifier la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une recherche de bouc émissaire qui ne résout pas et qui ne résoudra pas le problème. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Alain Roula qui pense que toutes les forces doivent s'unir? Parce qu'on parle simplement de réconciliation, nous sommes sur le terrain politique quand même. Moi, je voudrais dire, pour la maîtrise que j'ai du sujet ivoirien, que le RHDP, en son sein lui-même, n'est pas réconcilié. Comprenez? Il n'est pas réconcilié.
il y a eu le RHDP né en 2003 à Paris. L'objectif immédiat, c'était de mettre tous les oufétistes ensemble pour faire tomber Laurent Gbagbo qui gênait. C'était ça l'objectif. À l'intérieur, on s'est rendu compte que dans l'évolution, ils se sont rentrés là-dedans à plusieurs reprises. C'est des passes d'âme entre Bédié et Ouattara, entre Soro, Bédié et Ouattara. Aujourd'hui, je veux dire, c'est à l'approche de ce congrès qu'il y a eu une forme de réconciliation. Alors donc, dans les faits... Entre qui et qui, puisque... Dans les faits, je veux dire que ceux qui invité à ce congrès. Absolument, donc c'est la preuve d'un malaise. Il est membre du RHDP, il est membre du RDR. N'est-ce pas? Il n'a pas été à ce congrès et il a dit qu'il n'irait pas à ce congrès. Il y a eu, je veux dire, la cour lui a été faite pratiquement pour qu'il vienne à ce congrès. Il n'est pas parti parce qu'on sait qui est Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Alors Soro Guillaume ne va pas au sommet du RDR qui doit désigner normalement le futur candidat du RDR pour les élections à venir ou le futur candidat du RHDP pour les élections à venir. Vous vous êtes rendu compte que ça a été la montagne accouchée d'une souris. Il n'y a pas eu de candidat désigné. Mais moi, je veux revenir légèrement en arrière pour dire, parlant de sécurité, que le directeur de protocole de Soro Guillaume, qui est président de l'Assemblée nationale, on a retrouvé 11 tonnes d'âme chez ce monsieur, Suleiman Kamagaté, qu'on appelle Soul to Soul. Mais en dehors de chez lui, on a eu 7 caches d'âme, mais de tonnes d'âme qui n'ont pas été, je veux dire, hyper médiatisées comme celui qu'on a trouvé chez Soul to Soul. Mais quand on a des poudriers privés, c'est de cela qu'il s'agit, quand on sort de cette crise et que Alassane nous dit qu'il a fait la réconciliation, qu'il y a maintenant une armée républicaine en Côte d'Ivoire, et qu'on trouve autant de tonnes d'armes dans des coups disséminés, non seulement à Bouaké, à Sakassou et dans certaines villes de l'intérieur du pays, comme Katula aussi, il y a à craindre. Et s'il y a vraiment un malaise... Il y a une évasion. Une évasion de 92 prisonniers, ça c'est la dernière évasion. Mais vous ne pouvez pas avoir un pays où les évasions se font, je veux dire, pratiquement au jour le jour. Ce sont des signes de ce qu'il n'y a pas une armée régulière en Côte d'Ivoire. Les FSI... Est-ce que c'est l'armée qui doit garder les prisons? Bien entendu. Bien entendu. Il y a un régisseur quand même. Oui, mais le régisseur, il se fait accompagner, n'est-ce pas? Mais donc là, ça présage de quoi tout cela? Parce que le gouvernement ivoirien estime à la fois qu'il y a eu des commanditaires à l'externe, mais également à l'interne, qui peuvent être à l'intérieur de la Côte d'Ivoire en train de manipuler les ficelles. Mais je crois que l'exposé est clair et ce que nous disons aussi est évident. La Côte d'Ivoire a porté le régime Ouattara sur des braises. C'était à la sortie d'une guerre avec des forces incontrôlées qui se sont rassemblées pour la plupart pour le porter au pouvoir. Alors, tout n'a pas été... Vous êtes d'avis que cette instabilité est caractéristique de la veille des élections ou comment? Cette instabilité est caractéristique de ce que les engagements pris n'ont pas été honorés et que les promesses ont dépassé la réalité, le réalisme. Et aujourd'hui, vous remarquerez que le président Ouattara est grave dans ses propos, dans ses déclarations. Vous sentez que la question les préoccupe, elle est préoccupante, elle est actuelle, elle pousse à une certaine appréhension parce que l'on craint un retour de manivelle. Je crois que la guerre qu'il y a eu, la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, elle a démarré comme ça, donc le régime sait de quoi il parle. Maintenant, c'est l'occasion de rappeler que c'est parce que les choses n'ont pas été bien faites, n'est-ce pas, pour pacifier le pays, pour réconcilier véritablement, qu'il y a ces poches de résistance. Alors, ce n'est pas une raison pour appeler à la guerre, mais pour appeler à la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est au moins la réconciliation et l'amitié, pour certains de façade, mais je crois que c'est déjà ça, entre les deux grands fils de ce pays. Et ce que moi, je voudrais que l'on fasse, c'est les inviter à associer le troisième homme, qui est le président Laurent Gbagbo. Mais lui, il est détenu aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Je crois que tout peut toujours se corriger. Tout peut toujours se corriger. Mais prenez le pari, si une partie importante de la population est frustrée, il n'y aura jamais la paix. Vous pouvez écarquiller les yeux. Et le FPI et les pro-Gbagbo existent. Ils ne sont pas négligeables. Nous avons eu la crise en Côte d'Ivoire, principalement parce que l'on a pensé qu'on excluait une partie de ce pays, en particulier les Dioula, ça a entraîné une crise. C'est ça le véritable problème, je crois. Alors pourquoi répéter la même erreur? Je crois que le défi, c'est d'amener tout le monde
autour de la table de négociation, ça n'exclut pas des antagonismes. Dans une équipe, dans une famille, il y a toujours des prises de position différentes, mais le plus important, c'est d'adopter cette démarche sincèrement, et je crois que c'est ce qui a manqué au début de la prise de pouvoir du président Ouattara. Tout n'a pas été fait, je dirais grand-chose n'a pas été fait pour qu'on aille véritablement vers une paix et une réconciliation qui ne se décrète pas. Donc, je pense également que la libération provisoire annoncée de Laurent Gbagbo, par exemple, au niveau de la Cour pénale internationale, inquiète les autorités en Côte d'Ivoire et que ces mandats d'arrêt sont quand même une preuve pour montrer que sa liberté pourrait quand même perturber la sécurité en Côte d'Ivoire. Vous inscrivez dans cette logique-là aussi? Pour dire vrai, les mandats d'arrêt émis contre les pro-Gbagbo sont des mandats d'arrêt émis contre Laurent Gbagbo lui-même. Nous sommes dans un processus. Il y a un procès qui est en cours depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. On a eu plus de 100 témoins de l'accusation. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un début de preuve. Et si vous vous rappelez, la raison pour laquelle Laurent Gbagbo a été, je veux dire, déporté à La Haye, c'était le massacre des femmes d'Abobo. Mais pendant ce procès, il y a eu plusieurs experts qui sont venus dire, sur la base des éléments qu'ils avaient en main, que le sang, le supposé sang, ce n'était pas du sang humain, qu'on a trouvé donc à Abobo, sur les femmes, sur les vêtements qu'elles portaient. Ce que je dis, c'est de l'autorité publique. Vous pouvez rechercher les éléments et les retrouver. Les procès sont systématiquement mis, je vais dire, sur YouTube à plusieurs chaînes. Vous avez donc un autre expert qui est arrivé qui dit que les balles ne peuvent pas provenir des armes dont on dit qu'ils proviennent. Alors donc ça a été démonté. Et aujourd'hui... Mais qui avait intérêt à monter toutes ces pièces-là contre le président Gbagbo? Mais vous voulez tuer votre chien, vous pouvez l'accuser de rage. Il y avait une, je veux dire, une démarche qui était qu'il fallait dégager Laurent Gbagbo. Pour nous, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais je veux dire, pour nous, panafricanistes, il s'agissait d'un coup d'État en bonne et due forme. Je veux dire, les crises post-électorales ne sont pas l'apanage de la Côte d'Ivoire. Il y a eu plusieurs pays où il y a eu des crises post-électorales. On est sorti par des moyens, mais je veux dire par des moyens civilisés, par des moyens diplomatiques. En Haïti, on a recompté les voix. En France, partiellement, on a recompté les voix. Aux États-Unis, on a recompté les voix avec Al Gore et Bush. En Côte d'Ivoire, on pouvait recompter les voix. C'est ce que Laurent Gbagbo demandait. Dans les centres de vote, il y avait les commissaires, les deux candidats étaient représentés, tout le monde était représenté. Il y avait des observateurs internationaux. Ressortons donc les documents électoraux et recomptons les voix. C'était l'option Gbagbo. La Gbagbo a été bombardé. Mais juste après, pour montrer que c'était lui qui était le problème, on l'a déporté à La Haye en pensant qu'on faisait rapidement un procès. Mais le procès aujourd'hui est en train de livrer. Il s'enlise parce qu'en réalité, la vérité, elle est là. C'est un camp qu'on a condamné, pour lequel on s'acharne. Mais je veux dire, quand les dernières informations que nous avons, c'est que Laurent Gbagbo peut bénéficier, je veux dire, dans les jours qui arrivent, d'une liberté provisoire. Et qu'à l'intérieur, le régime est face à ses propres crises, à ses crises internes, et n'arrive pas à trouver des solutions. Il cherche un bouc émissaire. Donc, trouvons des gens très proches de Laurent Gbagbo et disons que c'est eux qui sont à la base de ces attaques. Je veux vous dire que c'est des gens qui sont en exil. Justement, Maître Alain Roula, comment est-ce que cela peut s'expliquer? Depuis l'extérieur, on peut manipuler facilement un régime comme ça? Évidemment, je veux dire, il y a suffisamment assis par des forces de sécurité? Non, parce que vous avez dit quand même que le président Ouattara a été porté quand même au pouvoir par une certaine force politique et en même temps militaire. Non, attendez. Comment on peut facilement les manipuler depuis l'extérieur? Non, on ne manipule pas. On peut déstabiliser de l'extérieur et c'est souvent ce qui se passe. Je veux dire, les commanditaires ne sont pas tenus d'être dans le pays. Et ils peuvent être n'importe où, à n'importe quel endroit. Je crois, j'ai même entendu et lu que certaines opérations seraient commanditées par le président Gbagbo lui-même depuis sa cellule de La Haye. Bon, c'est des supputations. Tout est supputation, mais tout est... Non, écoutez, tout est dans le domaine du possible. Et si il y a ces résistances, au lieu de les fustiger, il faut intégrer que ça veut dire que les choses ne sont pas bien faites et n'ont pas été bien faites. Mais les dissensions internes, comment vous appréciez? Est-ce qu'il n'y a pas un lien également entre ce qui se passe aujourd'hui entre le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'État, qui est quand même le président de l'Assemblée nationale, c'est un ancien chef rebelle? Mais bien sûr, mais si vous voulez, on va faire. Mais pourquoi on ne regarde pas de ce côté? Mais on regarde, mais pour l'instant, ce n'est pas
ce qui intéresse. Je vais dire, la Côte d'Ivoire est déstabilisée. Je ne pense pas que ce soit le vrai objectif. Je crois que notre partenaire a donné des pistes. Il y a certains peut-être du régime qui pensent vouloir enfoncer davantage Laurent Gbagbo, qui a déjà ses propres problèmes. Mais nous disons que ça reste de l'enfantillage. Écoutez, je crois qu'on va mener le débat de manière vraiment apaisée. La prise de pouvoir du président Ouattara n'a pas été faite dans les règles de l'art. Il y a eu une association de forces rebelles, parce qu'il y a eu une rébellion, il y a eu une partition du pays, il y a eu des élections dans un contexte totalement instable, et il y a eu une conquête du pouvoir avec des mercenaires, de tous bords, nationaux comme internationaux. Alors, est-ce qu'on peut pacifier dans ces conditions si on ne fait pas preuve d'un certain génie et d'une certaine générosité? Non. Aujourd'hui, l'histoire rattrape. Mais nous ne pouvons pas souhaiter qu'il y ait de nouveau une explosion. Et pour qu'il n'y ait pas explosion, il faut que les autorités réfléchissent bien. On ne fera pas un passage en force. D'accord? Ne pas faire passage en force ici suppose quoi? Ne pas émettre ses mandats d'arrêt? Écoutez, je ne suis pas sûr que l'on veuille aller au bout de ces mandats d'arrêt. Le processus est assez long. Et il faut convaincre également les pays hôtes. Les pays hôtes, il faut les convaincre. S'il ne semble pas y avoir de difficultés avec le Ghana, puisque nous avons des précédents, écoutez, on ne sait même pas où se trouve Kipré. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Peut-être qu'ils ont les bonnes informations. Ça ne va pas être évident de le déporter, celui-là, puisqu'il semblerait qu'il soit dans un pays européen. Et si c'était la France de Macron, ce n'est pas forcément celle de Sarkozy. Donc les choses vont devoir être faites dans les règles de l'art. Mais ce n'est pas la solution. Je crois que le président Ouattara est excédé, je crois qu'il est exaspéré, il y a ces signes qui sont manifestes et qu'il y a une grosse appréhension. Mais il faut remettre la balle à terre et trouver d'autres moyens de régler le problème. Le président Gbagbo a été envoyé à la CPI. De ma chaise, je sais qu'il ne peut pas plaider avec succès la non-culpabilité, mais la justice est déjà biaisée puisque ce n'était pas le seul à devoir répondre, par exemple, des exactions qui ont été commises en Côte d'Ivoire. Qui d'autre? Par les deux camps. Blé Goudé est à côté de lui aujourd'hui. Oui, Blé Goudé, c'est toujours le camp Gbagbo. Le président Gbagbo n'est pas innocent, il n'est pas exempt de toute responsabilité. Mais il n'est pas le seul. Parce que quand il y a eu cette guerre, il y a eu cette guerre avec deux grands responsables dans ce pays, avec des forces rebelles qui ont occupé une bonne partie de la Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas en rajouter, ce n'est pas parce qu'on a multiplié les bêtises qu'on ne peut pas revenir à une solution. C'est vrai que la mise en liberté provisoire du président Gbagbo pose des problèmes de divers ordres, mais ce n'est pas une raison pour qu'on n'aille pas jusqu'au bout de ce processus et qu'on trouve les voies et moyens de revenir à un apaisement total. Vous pensez que les autorités ivoiriennes peuvent se dédire et donc rapporter leur intention d'émettre ces mandats d'arrêt contre qui s'approche de Laurent Gbagbo? Je compte plutôt sur le sérieux de la communauté internationale et des pays, je veux dire, des pays hôtes par rapport à Stéphane Kipré qui est à Paris et de Damana Picasse qui est à Accra au Ghana. Je pense qu'au-delà, je veux dire, de l'aspect politique, c'est des peuples qui ont des relations assez fortes, des relations assez intenses et que ces pays devraient... C'est un processus, un mandat d'arrêt. Je pense que le président est allé loin. Je pense que ce qui s'est passé à Lomé avec l'extradition, je veux dire en moins de 24 heures de l'ancien ministre Lida Kwasi Moïse, ne va pas se répéter. Je veux dire simplement pour la bonne stabilité dans notre sous-région, qui n'a pas besoin qu'on puisse agiter les peuples les uns contre les autres. Moi, je pense que c'est des signes de fin de règne. C'est des signes de fébrilité de la part du pouvoir d'Abidjan. Je disais tantôt que c'était des mandats émis contre Laurent Gbagbo lui-même, parce que, je veux dire, mettons le pied dans le plat, on sait qui est à la base de tout ce qu'il y a comme mutinerie. Quelqu'un a écrit un livre et il dit « Pourquoi je suis devenu rebelle ?» Soro a revendiqué la rébellion, il a été devant les feux de la rampe, c'est lui le maître de la rébellion, mais Soro c'est qui? C'était un étudiant qui s'est retrouvé à Paris, qui a été recruté par IB et qui s'est retrouvé chef de la rébellion. Comme un étudiant peut se retrouver maître de toutes ces tonnes d'âmes. Soro est donc subventionné. Alors donc, Soro, dans le jeu,
attend que Ouattara, après ses 2 mandats, lui fasse la passe, tout simplement. Il n'y a pas autre calcul que ça. Alors Soro qui pense maintenant que ce sont tout, s'il vous plaît, Soro qui pense maintenant que ce sont tout de prendre le pouvoir, est débouté par, je veux dire, les 2 gros dinosaures que sont Alassane et Bédié, qui sont, je veux dire, des septuagénaires, et qui ne peuvent plus aller, mais qui ne veulent pas, je veux dire, maintenant faire la passe au petit, qui est allé au charbon. Nous sommes quand même en démocratie. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il se met dans la posture du candidat. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était un arrangement, ce n'était pas de la démocratie. Maître l'a rappelé à plusieurs reprises. Laurent Gbagbo était aux affaires, une rébellion formée par des mercenaires, des gens sortis de toutes parts de la sous-région sont venus et ont renversé le régime. Sous la base d'un contrat, tu prends le pouvoir et après tu me fais la passe. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas quand même de documents qui est à la base de tout ce qu'il y a comme soulèvement et comme remous en Côte d'Ivoire? Demandez aux Ivoiriens. Nous sommes au Bénin, mais nous avons des frères, je veux dire, en Côte d'Ivoire. Nous avons des relations en Côte d'Ivoire. Demandez à nos frères, je veux dire, de l'armée, qui ont été dans le cadre de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Ils vous diront ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Soro agite le régime. Soro agite le régime. Vous savez, quand on a failli même lui refuser le poste de l'Assemblée nationale, il y a eu, je veux dire, des mutineries à ne plus en finir. Quand on lui a dit que bon, son fauteuil est garanti, mais comme par enchantement, tout ce qu'il y avait comme bruit de bottes s'est estompé en Côte d'Ivoire. Donc c'est sûr, et les Ivoiriens le savent. Donc c'est de la distraction que de dire que Stéphane Kipré, qui est président de l'Union des Nouvelles Générations, c'est un homme politique. Ces gens qu'on veut faire passer pour des bandits sont des hommes politiques. Damana Picasse est vice-président du Front populaire ivoirien chargé de la jeunesse. Mais comment vous voulez que des gens qui n'ont fait que la politique depuis tout le temps se retrouvent en train d'orchestrer des plans pour déstabiliser un régime aussi sérieux que la Côte d'Ivoire? Parce qu'il veut prendre le pouvoir, peut-être. Maître Ouroula, est-ce que le président Alassane Ouattara a déjà motivé quand même son propos? Il a dit que lorsqu'un coup d'État va survenir dans ces pays limitrophes, à la limite, chacun doit pouvoir donc intervenir. Est-ce que vous ne voyez pas déjà les signes avant-coureurs d'une extradition facile de ces acteurs que vous défendez ici? De l'Europe, ça va être très compliqué. Je veux dire, il n'y a même pas de doute là-dessus. Et le Ghana, c'est aussi un pays sérieux. Si je vous dis, il y a déjà des précédents. Blé Goudé, il s'était réfugié au Ghana. Bon, mais si la chose se passe dans les règles de l'art, comme vous l'avez souligné. Ça va être très compliqué. Savez-vous, un mandat d'arrêt, c'est quoi? C'est un mandat qui doit être motivé par des éléments. Bon, les éléments, on en trouve toujours. Il a dit qu'il va traduire, puisqu'il a des preuves concrètes qu'il va envoyer à tous ces États-là. Non, les preuves concrètes, c'est les auditions, c'est les témoignages. Puisque il n'y a pas de preuves. On dit que le commanditaire, c'est celui qui finance, qui donne des instructions et qui dit « allez faire sur le terrain ». Donc on peut faire de n'importe qui un commanditaire. Même nous qui sommes ici, il suffit d'établir nos liens avec un tel, et on peut dire de nous qu'on est commanditaire. N'importe qui peut, dans une audition, dire « c'est un tel qui m'a demandé de faire ci et de faire ça ». Et ça m'étonnerait que les commanditaires dont on parle soient en relation directe avec ceux qui auraient été opérationnels. Donc je vous dis que ça ne va pas être facile à établir, on ne peut pas avoir de preuves concrètes, sauf à tracer des virements de Kipré ou de Damana vers ceux qui auraient agi. D'accord? Donc ça, c'est non seulement de la distraction, mais c'est de la diversion. Surtout dans un régime où on peut établir qu'il y a des déstabilisateurs officiellement connus contre qui il n'y a aucune procédure. On a parlé d'un certain personnage, d'une certaine personnalité, dont l'implication, par exemple, dans des coups d'État ou des tentatives de coups d'État dans les pays voisins est établie. Il n'y a pas eu de problème. On a essayé de mettre la main sur cette autorité dans des pays étrangers. Il y a eu une diplomatie très active pour l'en extraire. Il y a des coïncidences troublantes qui expliquent d'ailleurs la rupture officieuse, puis aujourd'hui officielle, entre le chef de l'État et ce personnage, sans pour autant qu'il y ait de l'agitation. Donc, s'en prendre à Kipré, dont je ne dis pas qu'il serait exempt de toute responsabilité, mais de ma position, je le présume innocent de ceux dont on l'accuse, ce n'est pas la meilleure piste, ce n'est pas une piste sérieuse, quand bien même elle aboutirait, et donc il faut regarder la chose ailleurs. Tout donne l'impression d'une cacophonie parce que on dénonce ce qu'on sait et ce qu'on a soi-même perpétré il fut un temps. C'est tout. Monsieur Akamayankwa Gaou, vous connaissez très bien cette région de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, en dehors des questions de mutinerie, en dehors des questions d'évasion, il y a également les enfants microbes que la population dénonce à travers les médias. Est-ce que vous pensez véritablement que
Au-delà des acteurs politiques, le régime de Alassane Ouattara aujourd'hui a en face de lui tout un soulèvement, mais qui ne dit pas son nom. Vous employez une terminologie qui est nouvelle pour nous. Je veux dire, depuis quelques mois, c'est le phénomène des microbes en Côte d'Ivoire. Mais c'est qui les microbes? Les microbes, ce sont des enfants de 8 à 18 ans qui sèment la terreur à Abidjan, qui éventrent, qui égorgent, qui tuent, et qui tuent des corps habillés, qui tuent des policiers. Voici l'État dont nous parlons, avec son système sécuritaire, qui est confronté à une horde d'enfants que nous appelons des enfants soldats. Ce sont les enfants soldats en réalité. Ce sont les enfants soldats qui ont aidé, je veux dire, à la prise du pouvoir par les armes en Côte d'Ivoire, qui se retrouvent là. Mais le régime ne peut pas, je veux dire, de peur d'être dénoncée par la communauté internationale, dit qu'elle est responsable de ses enfants. Donc elle fait comme si elle ne connaît pas ses enfants. Mais depuis, vous avez des centaines de mois en Côte d'Ivoire. Mais comment est-ce que des enfants peuvent surgir comme ça dans une capitale aussi sérieuse qu'Abidjan et s'aimer la désolation partout? Ce sont les enfants soldats. Et qui les arme en réalité? Mais les enfants soldats sont armés par ceux qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Le ton d'âme dont nous parlons, que nous avons retrouvé chez le directeur de protocole de l'Assemblée nationale, le ton d'âme que nous avons retrouvé dans plusieurs pays et dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, mais c'est des armes qui servent. Ce pas des armes qu'on a trouvées cadenassées, enterrées. Non, non, non. C'est des armes qui servent, mais qui servent à qui? Ces enfants-là, où est-ce qu'ils enlèvent les Kalachnikov? Parce qu'ils ont poursuivi les policiers à Yopougon il y a 3 jours. C'est-à-dire des policiers, il y a eu un policier qui a été égorgé. Les policiers s'en vont en représailles contre ces enfants, et ces enfants poursuivent des policiers. Je ne sais pas si vous savez, si vous comprenez un peu. C'est comme si nous étions, je veux dire, dans le Far West. Mais nous sommes bien en Côte d'Ivoire. Je veux dire simplement que la situation sécuritaire échappe à Alassane Dramane Ouattara, qui, pour que la paix puisse revenir, doit avoir un discours sérieux avec Soro Guillaume, qui est à la base de cela. Et je dis que c'est sûr et c'est connu. Il n'y a pas de langue de bois à faire, parce qu'il n'y a pas aussi que nous sommes en train de dire des choses. Ce n'est pas des accusations. Oui, mais vous n'avez pas les preuves de ce que le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire... C'est vrai, il a été chef rebelle. Je comprends. Il a été chef rebelle. Votre sens de professionnalisme. Non, il a été chef rebelle, mais aujourd'hui, il est quand même une personnalité de la deuxième personnalité du pays, même si aujourd'hui, il y a un poste de vice-président. La deuxième personnalité du pays qui a des poudriers privés n'est pas un civil. Non, mais c'est il n'a jamais su se reconvertir. Qu'est-ce qu'il fait Soro? Cela ne veut pas dire que c'est vous qui les détenez. Soro sans ses armes n'est plus Soro. Soro sans ses armes n'est plus Soro. De toutes les façons, il n'est plus chef rebelle. J'interviens, écoutez. C'est vrai que certains d'entre nous se sentent obligés de prendre des précautions oratoires. Mais en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume a pris la tête d'une rébellion. Ils ont appelé ça les forces nouvelles, et leur force, c'était les armes. Les armes ont parlé. Mais aujourd'hui, il est plus chef rebelle. Écoutez, il est le président de l'Assemblée nationale, les armes ont parlé. Et il y a suffisamment de dossiers, pas forcément de preuves, encore qu'il y ait des preuves, mais il y a des faisceaux, des indices de forte présomption qui font qu'on peut raisonnablement inculper cette personnalité pour des faits graves. Mais jusque-là, le pouvoir en place en Côte d'Ivoire ne reproche rien au président de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Le pouvoir ne va pas se faire harakiri. Je veux dire, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. C'est-à-dire que le président Ouattara est préoccupé par la sécurité, on est d'accord. L'accusation est partie très vite en direction de Kipré, mais après que l'on peine à formuler des accusations contre des déstabilisations dont on a identifié les auteurs, les commanditaires qui sont en place, etc., etc. C'est tout ce que nous vous disons. Je peux encore aller plus loin. Il y a un chef d'État d'un État voisin qui a trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Il y a des procédures qui se déroulent. Je n'ai pas vu la promptitude du régime à collaborer pour que justice soit rendue, par exemple, dans ce pays voisin. Donc c'est vous dire qu'on ne va pas pratiquer la langue de bois. On sait très bien qui est susceptible de perturber la Côte d'Ivoire et qui a les moyens de la perturber. Il y a un chef de guerre qui l'a revendiqué. Je crois que c'est suffisamment d'éléments, n'est-ce pas? Si on veut faire du nettoyage, on sait comment s'adresser à cette personne. Donc, Kipré, etc. Moi, je ne suis pas partisan, mais je dis qu'il ne faut pas que nous ayons des règlements à géométrie variable. Voilà.
Monsieur Abraham Gaou, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit travailler à atteindre vraiment ce sommet de paix et donc redresser la sous-région ouest-africaine parce qu'au-delà de tout, c'est quand même le locomotive en termes d'économie. Sur quoi aujourd'hui le président Alassane Dramane Ouattara doit miser davantage ses actions sécuritaires pour que la paix revienne dans ce pays? Je pense que le président Alassane Dramane Ouattara gagnerait à organiser une sortie, je veux dire une sortie honorable pour lui-même. Parce qu'on peut faire la politique avec élégance. Vous parlez de la fin du mandat déjà? Oui, absolument. Mm. Il l'a fait au niveau du RDR, la dernière fois il a refusé. Oui, c'est le dernier congrès du président. RDR, c'est le dernier congrès du RDR avant les élections. Donc il n'y aura plus d'autres congrès du RDR. Donc c'est à ce congrès que le parti devrait désigner son candidat pour les élections. Donc vous pensez que c'est à ce titre-là qu'il a refusé la présidence? Oui, je pense. Je pense qu'il se prépare pour un troisième mandat. Il faut le dire, c'est ce que je pense et je le dis. Alors donc, pour moi, Alassane Dramane Ouattara devrait consulter et discuter mais vraiment franchement avec Bédié, qui est le président du PDCI, parti majeur avec lequel il est entré en coalition pour prendre le pouvoir d'État. Il y a aussi M. Soro Guillaume qui est là, avec lequel il forme une grande famille qui est aujourd'hui divisée, mais je veux dire, peuvent se retrouver, rediscuter et puis organiser une sortie honorable, une fin de règne assez honorable. Parce que c'est vrai que je ne crois pas trop à cela, parce que la manière de rentrer en politique, c'est un indicateur qui aussi peut dire comment est-ce qu'on peut sortir. Parce que bon, Alassane a une pratique politique, il est resté fidèle à cette pratique politique, il a voulu démontrer qu'il est politiquement correct, qu'il est un homme de droit, un homme de justice, un homme d'orthodoxie. Ça n'a pas marché. En Côte d'Ivoire, ça ne marche pas aujourd'hui. Et donc, il y a un sursaut pour lui-même, pour sauver les meubles. Et s'il le fait, eh bien, on pourrait aller vers une transition, c'est-à-dire des élections assez tranquilles en Côte d'Ivoire, qui seraient remportées par qui aurait, je veux dire, gagné véritablement dans les urnes, parce que les élections passées, on sait qui a gagné dans les urnes, il y a eu un coup d'État pour qu'il arrive, il peut donc, je veux dire, se réhabiliter, et c'est possible. Maître Ouroula, les actes forts aujourd'hui pour que l'on tende véritablement vers la réconciliation des autorités avec le peuple ivoirien, c'est quoi? La réconciliation avec le président Laurent Gbagbo. Je crois que c'est l'acte fondamental. Sans cela, il va y avoir des difficultés et le règlement dans une fermeté de la situation Soro Guillaume. Les mots de la Côte d'Ivoire se trouvent dans ces indicateurs, pas autrement. Une fois qu'on a fait ce pas, je pense que tous ensemble, ils peuvent s'asseoir pour réparer ce qui a été cassé. Les microbes, ils sont là parce que on a permis que les armes circulent. Un enfant de 8 ans ne peut pas inventer une Kalachnikov. Mais Maître Ouroula, l'homme sur qui pèse quand même des accusations comme Laurent Gbagbo, comment pensez-vous que des autorités légalement en place en Côte d'Ivoire peuvent négocier avec lui? Mais pour moi, Laurent Gbagbo n'est pas le seul responsable de ce qui est arrivé. D'accord, mais aujourd'hui, il est quand même dans les liens de la justice. Mais il est dans les liens de la justice parce qu'on l'y a envoyé. Non, vous savez, moi, je fais bien la part des choses. Laurent Gbagbo doit répondre de quoi? Il répond de ce qu'il n'a pas voulu céder facilement au coup d'État. Si c'est lui qui avait gagné... C'est pas ce qu'il lui est reproché. Ben oui, mais enfin, qu'est-ce qui lui est reproché? Si Laurent Gbagbo avait été maintenu président, est-ce qu'il serait devant la CPI? Certainement pas. Ce qui lui est reproché formellement est imputable à d'autres personnes qui vivent tranquillement en Côte d'Ivoire. Les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, etc. Mais avant le président Laurent Gbagbo, il y avait des forces rebelles qui ont occupé Bouaké, qui ont coupé le pays en deux, qui avaient une administration parallèle. Ces forces pourraient répondre aussi de ces exactions. Aujourd'hui, quelle est la pertinence de ces mandats d'arrêt? Écoutez, ces mandats d'arrêt, je pense que c'est une démonstration de force, tout simplement, pour intimider ceux qu'on croit intimidables. Ben, légalement, quand un régime décide de délivrer des mandats d'arrêt, les autorités d'accueil apprécient aussi. Donc cela ne travaille pas à la réconciliation? Cela n'empêche pas la réconciliation, c'est ce que je voudrais dire. Et ce que je vous dis, ça paraît angélique, mais sincèrement, ça dit, je me suis rarement trompé. Vous savez, si le président Ouattara savait qu'il serait confronté à cette difficulté aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'il aurait pris le risque de ce qui est arrivé. Il peut toujours se ressaisir,
Je sais que ce n'est pas évident. Ils sont plus aînés, ils sont plus âgés que nous, plus expérimentés, ils ont plus d'informations que nous. Mais je sais qu'ils ont la possibilité de faire ce qu'on est en train de faire. Il ne peut pas y avoir de paix en Côte d'Ivoire sans une réconciliation sincère, véritable, difficile avec le président Laurent Gbagbo et ses partisans et le règlement de la situation de Soro Guillaume, qui a pour caractéristique principale d'avoir des armes. Monsieur Bruno Aguamayagaou, vous vous inscrivez dans cette vision aussi? Vous pensez qu'on doit forcément discuter d'égal à égal avec Gbagbo pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire? Gbagbo est un acteur majeur de la scène politique en Côte d'Ivoire. Mais pas indispensable. Je ne suis pas d'avis avec vous. 30 ans d'opposition, 10 ans de gestion de pouvoir, c'est quand même 40 ans de présence sur la scène politique. Et nous qui avons suivi ce dossier de très près en Côte d'Ivoire, preuve à l'appui, nous disons que Laurent Gbagbo a gagné les élections de 2010. Non, mais c'est ce que nous disons. Les institutions en charge de l'organisation. Je ne parle pas des institutions. Je parle des bulletins dans les urnes. Oui, mais il a été déclaré vainqueur. À proclamer les résultats. Vous n'êtes pas habilité à proclamer les résultats. La structure habilitée à proclamer les résultats, à proclamer Laurent Gbagbo vainqueur. Mais c'est cette même structure qui a... Vous avez déjà vu ça dans un pays? Qu'une structure se dédie. Vous avez déjà vu ça dans un pays, qu'une structure se dédie. Mais il y a quand même une exception à toute règle. Non, cette exception, elle a été provoquée de l'extérieur. Ah bon. C'est notre lecture, oui. Elle a été provoquée de l'extérieur. Ok, les actes forts aujourd'hui. Alors, donc, je veux dire simplement que Laurent Gbagbo demeure incontournable. Il est aujourd'hui à La Haye, mais La Haye est devenu un lieu de pèlerinage. Non seulement pour les pro-Gbagbo, mais je veux dire pour les membres du RHDP. Les derniers en date connus, c'est l'ancien président de la jeunesse du PDCI, c'est des députés proches des députés, je veux dire PDCI, qui sont allés rendre visite à Laurent Gbagbo. Donc ils continuent d'aller discuter avec lui. Et nous voyons derrière ça aussi de gros barons de la scène politique, je veux dire par personne interposée, qui vont discuter avec lui. Oui, mais Laurent Gbagbo aussi, Guillaume Soro, par exemple, a dit, vous parlez de réconciliation, Guillaume Soro a dit qu'il est prêt à aller demander pardon à Laurent Gbagbo. Vous ne voyez pas que c'est déjà des signes forts de la réconciliation que vous souhaitez? Non, non, ça c'est de la pure stratégie politique. Ah bon? Laurent Gbagbo, parce qu'il est encore important sur la scène politique, parce qu'il est encore dans les consciences de ses militants, parce qu'il est encore un élément déterminant en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas ça qui trouble d'ailleurs la quiétude dans le pays? Mais bien entendu, je vous ai dit que les mandats d'arrêt contre Stéphane Kipré et Damana Picasse ne sont que des canulars. Celui qui est visé, c'est Laurent Gbagbo. C'est tout simplement que cet homme-là ne revienne pas sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, la longueur, je veux dire, de ce procès, de 2011 jusqu'à aujourd'hui, sans début de preuve, n'est que simplement la manifestation de ce qu'on veut le garder loin du pays, quelque part au cachot, pour qu'on dirige tranquillement et qu'on finisse son mandat en Côte d'Ivoire. Alors votre mot de fait par rapport... Il ne peut pas avoir de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et je suis d'avis avec Maître que il ne peut pas avoir de réconciliation qui ne passe par Laurent Gbagbo. Ce n'est pas possible. Vous savez, aujourd'hui, vous avez 70 000 Ivoiriens qui sont réfugiés, qui sont dans les camps au Togo, qui sont au Burkina, qui sont dans les camps au Ghana, qui sont même chez nous ici au Bénin, qui se comptent par milliers. Pensez qu'ils n'ont pas envie de retourner chez eux. Vous ne pouvez pas enlever le sentiment, je veux dire, et la fierté d'être rattaché à sa terre, à un individu, vous ne pouvez pas. Donc pour vous, ce mandat d'arrêt ne participe pas à la réconciliation? Autant de milliers, oui, je veux dire de réfugiés, autant de milliers de militants du Front populaire et de proches de Laurent Gbagbo à l'extérieur démontrent tout simplement que ces hommes continuent de répondre de Laurent Gbagbo. Et si on est d'accord pour les résultats même qu'on lui a donnés aux dernières élections, il est quand même, je veux dire, affublé de 49% de l'électorat, c'est pas rien. Donc c'est pas un acteur mineur, c'est un acteur majeur, il est incontournable et la paix passe par Laurent Gbagbo. Et je pense qu'il faut trouver l'alchimie de pouvoir libérer cet homme pour que la paix ait un début de réalité en Côte d'Ivoire. Maître Orunla, 1 minute pour conclure rapidement. La paix et les efforts, la sagesse, les ressources ne manquent pas. Il faut que les hommes, les grands hommes politiques de ce pays aient le courage d'aller vers la sagesse et d'apaiser véritablement le pays. Merci donc à vous, Maître Alain Orunla. Vous êtes avocat au barreau de Cotonou, je l'avais rappelé, anciennement également
au barreau de Strasbourg. Merci d'avoir partagé avec nos téléspectateurs vos analyses sur la question en Côte d'Ivoire. Bruno Aromayan-Gaou, vous êtes consultant politique panafricaniste. Vous avez résidé des années durant en Côte d'Ivoire. Vous avez également partagé avec nous votre connaissance de l'actualité politique dans ce pays et vous estimez que les uns et les autres, surtout Laurent Gbagbo, constituent un acteur majeur pour la pacification de la Côte d'Ivoire. C'est sûr que les autorités vous auraient entendu pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez estimé ensemble sur ce plateau que les mandats d'arrêt émis contre les proches de Laurent Gbagbo, à savoir Damana Picasse et Stéphane Kipré, ne sont que des fuites en avant pour cacher la réalité sécuritaire dans ce pays. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Angle de vue consacrée donc à ces mandats d'arrêt émis contre les proches de Laurent Gbagbo par le régime de Alassane Dramane Ouattara. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Sika.